Une pluie battante enveloppait la campagne provençale d'un rideau gris et lourd. Le ciel semblait pleurer sans fin sur les collines de Saint-Rémy, noyant les champs de lavande dans un chagrin muet. Au volant de son Range Rover noir, Damien Renaud roulait lentement, les essuie-glaces battant la mesure d'un cœur impatient. Après 2 longues semaines d'affaires à Zurich, il rentrait enfin chez lui. Chez lui, là où 2 petits garçons attendaient toujours à la fenêtre quand ils entendaient le bruit du moteur. Il pouvait déjà imaginer Émile, son fils aîné, sautant de joie en criant « Papa » et Léo, le plus jeune, courant à sa rencontre, les bras tendus. Mais ce soir, rien ne se passa comme prévu. Le portail en fer forgé s'ouvrit comme d'habitude, reconnaissant la plaque d'immatriculation. Pourtant, quelque chose clochait. La grande maison de pierre blanche était plongée dans l'obscurité. Pas une lumière, pas une musique, pas une odeur de soupe. D'ordinaire, à 7 heures, Clémence jouait du piano dans le salon, une bougie allumée sur le rebord de la fenêtre. Damien sentit une inquiétude monter dans sa poitrine. Il coupa le moteur, baissa la vitre et scruta le jardin. Le vent s'engouffrait, charriant la pluie froide contre son visage. Puis il les vit. 2 silhouettes minuscules, recroquevillées sous le vieux chêne, au fond du parc. Son cœur se serra violemment. Mon Dieu! Il ouvrit brusquement la portière, oubliant même de couper le contact, et s'élança sous la pluie. Ses chaussures de cuir glissèrent dans la boue, mais il n'en avait cure. Il courut, haletant, jusqu'à atteindre le grand arbre. Là, blottis l'un contre l'autre, Émile et Léo tremblaient de tout leur corps, leurs vêtements collés à leur peau glacée. Leurs lèvres étaient bleues, leurs joues ruisselaient d'eau et de larmes. « Papa » sanglota Émile, sa petite voix brisée. « On t'a attendu. Maman a dit de ne pas bouger, sinon elle ne reviendrait jamais. » Damien sentit le monde s'effondrer. Ses bras se refermèrent autour de ses fils, les enveloppant dans son manteau trempé. « Chut! Je suis là maintenant. Je suis là, mes amours. » Les enfants étaient glacés comme du marbre. Il les souleva tous les 2, vacillant sous leur poids et la pluie battante, puis courut jusqu'à la maison. Les clés tremblaient dans ses doigts quand il ouvrit la porte. L'intérieur était aussi glacial que l'extérieur. Pas de feu, pas de lumière, seulement un silence effrayant. Il déposa les enfants sur le canapé du salon, les enveloppa dans des couvertures, puis monta en courant à l'étage. Les tiroirs étaient ouverts, les armoires vides. Tous les bijoux, toutes les valises de Clémence avaient disparu. Leur chambre conjugale n'était plus qu'un squelette de souvenirs. Mais celle des enfants était intacte. Comme si elle avait voulu les effacer de sa vie, mais pas effacer les preuves de leur existence. Damien redescendit en hâte, fit chauffer de l'eau, couvrit les garçons de serviettes. Émile tenait quelque chose dans ses mains, un petit téléphone bleu, celui que son père leur avait offert pour apprendre à compter. « Maman a dit que tu devais regarder la vidéo » souffla-t-il. Damien sentit sa gorge se nouer. Il prit l'appareil, l'alluma. L'écran clignota avant de s'éclairer. Le visage de Clémence apparut. Mais ce n'était plus la femme qu'il avait aimée. Ses yeux étaient vides, son sourire froid. « Damien, si tu vois ceci, c'est que je suis déjà parti. Et cette fois, il n'y aura pas de retour. » Émile sanglotait, agrippant la main de son père. Sur la vidéo, Clémence leva un verre de vin, le ton moqueur. « Je n'ai jamais voulu être mère. Tu le savais. Ces enfants sont le fruit de ta naïveté, pas de mon amour. » Damien blêmit. Le silence de la maison semblait s'épaissir autour d'eux. « Pendant que tu te noyais dans tes affaires, j'ai trouvé ma liberté. Avec Marc Lenoir. Oui, ton cher. » Le lendemain matin, la pluie avait cessé, mais la maison restait plongée dans un froid presque irréel. Les rideaux demeuraient tirés, les pièces baignées d'une lumière grise. Sur la table du salon, le petit téléphone bleu reposait encore, comme une cicatrice ouverte qu'on n'osait pas toucher. Damien observait ses fils en silence. Émile, l'aîné, dessinait maladroitement des cercles sur un carnet trempé. Léo, lui, fixait la fenêtre, immobile, les yeux perdus dans le vide. Il n'avait pas dormi de la nuit. Lui non plus. Damien monta dans la chambre vide qu'avait autrefois occupée Clémence. Le lit était fait avec soin, trop soigneusement pour être un oubli. Le placard, lui, béait, vide. Dans le coffre-fort, il trouva seulement une photo déchirée, Clémence avec les enfants, son visage à lui arraché. Et, à côté, une trace de rouge à lèvres. Rouge profond. Presque du sang. Il ferma lentement la porte, incapable de respirer. Cette femme, la mère de ses fils, avait tout emporté, sauf l'amour. Dans le bureau, les tiroirs étaient renversés, les dossiers manquants. En fouillant dans la corbeille, il tomba sur des relevés de comptes déchirés. Des virements internationaux. Des montants à 6 chiffres. Le bénéficiaire, Monsieur Lenoir. Le nom résonna dans sa tête comme un coup de tonnerre. Marc. Son ami. Son partenaire. Son frère de cœur. Il revit les dîners, les rires, les poignées de main, les promesses de loyauté. Tout n'avait été qu'un décor. Les feuilles tremblaient entre ses doigts. Ce n'était plus une trahison. C'était un vol, une destruction planifiée. Le soir, il s'assit seul dans le salon.
Les garçons dormaient à l'étage, blottis l'un contre l'autre. Le feu de cheminée vacillait, jetant des ombres sur les murs. Sur la table basse, la photo déchirée et les relevés bancaires formaient un champ de ruines. Pour la première fois depuis des années, Damien Renault, fondateur de Renault Technologies, l'un des entrepreneurs les plus respectés d'Europe, se sentit impuissant. Il pouvait reconstruire une entreprise en un mois, mais il ne savait pas comment recoller un cœur d'enfant. Quand Émile descendit le matin suivant, les yeux gonflés, Damien tenta un sourire. « On va faire des crêpes, tu veux ?» L'enfant hésita, puis hocha timidement la tête. Dans la cuisine, la farine vola dans l'air, maladroitement. Le lait déborda du bol. Damien ne se souvenait plus de la dernière fois qu'il avait préparé quelque chose pour ses fils. Ils mangèrent en silence. Mais pour la première fois depuis des jours, une odeur de sucre réchauffa la maison. Les jours passèrent. Le silence des enfants l'inquiétait plus que leurs larmes. Léo, surtout, ne parlait plus. Il suivait son frère partout, sans jamais le lâcher. Chaque fois qu'une porte claquait, Émile sursautait. Chaque nuit, il vérifiait 10 fois si la porte d'entrée était bien fermée. Alors Damien appela une psychologue pour enfants, Dr Hélène Laurent. Une femme douce, aux cheveux argentés et au regard tranquille. Elle observa les garçons, les fit dessiner, puis dit doucement. Ce qu'ils ont vécu n'est pas juste un abandon. C'est un effondrement de confiance. Vous n'êtes plus seulement leur père, monsieur Renault. Vous êtes désormais leur monde entier. Ces mots restèrent gravés dans sa tête. Cette nuit-là, Damien resta assis à côté du lit de ses fils. Ils dormaient, mais leur petit corps frémissait encore sous les couvertures. Il leur caressa les cheveux, les yeux brûlants de larmes qu'il ne voulait pas laisser tomber. « Je vous le promets, murmura-t-il. Plus jamais vous n'aurez peur. » Au petit matin, il fit un geste que personne n'aurait imaginé. Il appela le conseil d'administration de Renault Tech. Sa voix, ferme mais calme, résonna dans la salle de conférence. « Je me retire temporairement. J'ai un travail plus important à accomplir, être père. » Un silence choqué suivit. Mais Damien n'avait jamais été aussi sûr de lui. Ce jour-là, il ne mit plus de costume. Il enfila un vieux pull, servit le petit déjeuner, aida Émile à attacher ses lacets et Léo à coiffer ses cheveux. Leur maison n'était plus une cage dorée. Elle redevenait un foyer. Le soir, pour la première fois depuis longtemps, les enfants s'endormirent paisiblement, blottis contre leur père. Le vent dehors soufflait encore, mais à l'intérieur, le silence n'était plus un vide, c'était une promesse. Les semaines suivantes transformèrent lentement la maison Renault. Ce qui avait été un tombeau silencieux reprit vie, pas d'un seul coup, mais par de petites choses. Une odeur de pain grillé le matin. Des dessins d'enfants collés sur le réfrigérateur. Et parfois, un éclat de rire si léger qu'il semblait avoir peur d'exister. Damien s'efforçait d'apprendre à vivre autrement. Il ne lisait plus ses mails avant le petit déjeuner. Il se levait tôt pour préparer le chocolat chaud, laver les cheveux de Léo, aider Émile à choisir ses vêtements. Chaque geste simple avait le goût d'une réparation. Mais il savait qu'il ne pourrait pas tout affronter seul. Sur le conseil de la docteure Hélène Laurent, il engagea quelqu'un pour l'aider à la maison. Elle s'appelait Grace Morel, une femme d'une 50aine d'années au sourire doux et à la voix apaisante. Elle avait travaillé pendant 20 ans dans un foyer pour enfants abandonnés. Le jour où elle arriva, Émile resta caché derrière le canapé, et Léo refusa de parler. Grace ne força rien. Elle posa doucement son sac, regarda les garçons et dit simplement. « Je ne suis pas là pour remplacer qui que ce soit. Je suis là pour aider votre papa à vous garder au chaud. » Il y eut un long silence. Puis Léo s'approcha, lentement, et tira sur sa manche. Ce fut le premier signe. Grace s'installa avec douceur dans leur quotidien. Elle préparait des soupes qu'elle laissait mijoter toute la journée, fredonnait des chansons sans paroles et mettait de l'ordre sans jamais déranger. Son fils, Lucas, un adolescent calme de 14 ans, venait souvent après l'école. Il ne posait pas de questions, ne montrait pas de pitié. Un soir, il s'assit à côté d'Émile, qui dessinait des trains sur le sol du salon. Sans un mot, il sortit de son sac un vieux modèle réduit en bois. « Il était à moi. Si tu veux, tu peux le garder. » Émile leva les yeux, hésita, puis prit le jouet et hocha la tête. Ce soir-là, pour la première fois, il sourit. À partir de ce jour, Lucas devint comme une ombre familière dans la maison. Il apprit à Émile à plier des avions en papier, joua aux échecs avec Léo, aida Damien à transformer le bureau en salle de jeu. Et peu à peu, sans qu'ils s'en aperçoivent, la douleur céda la place à une forme fragile de paix. Un matin, Damien s'arrêta dans l'encadrement de la porte de la cuisine. Des épluchures d'oranges s'entassaient sur le plan de travail. Des dessins d'enfants couvraient la table. Un plaid traînait sur le canapé. Le désordre était partout. Mais c'était un désordre vivant, un désordre d'amour. Il réalisa que la guérison ne venait pas des grandes décisions, mais de ces gestes minuscules. Un rire d'enfant, un repas partagé, un dessin accroché. Un soir, alors qu'il préparait le dîner, Émile pleurait de faim, impatient que le poisson cuise. Léo se leva sans un mot, attrapa la manche de son père et pointa la casserole du doigt.
Tu veux m'aider? Demanda Damien. L'enfant hocha la tête. Il plaça la grande cuillère dans ses petites mains, posa les siennes par-dessus, et ils remuèrent ensemble. Le silence était doux. Puis une petite voix timide s'éleva. Faut pas que le poisson brûle. Damien se figea. C'était la première fois que Léo parlait depuis un mois. Sa gorge se serra, mais il ne pleura pas. Il se contenta de sourire et murmura. D'accord, petit chef. Ce soir-là, Émile s'endormit sans cauchemar. Léo, lui, murmurait encore quelques mots dans la cuisine, tandis que Lucas plaisantait en pliant le linge. Et quand Grace apporta une tasse de thé à Damien, elle dit doucement. Les enfants vont mieux. Et vous aussi. Il hocha la tête. Pour la première fois depuis le départ de Clémence, il sentit son cœur battre autrement, plus fort, plus calme. Dans cette maison autrefois vide, il y avait désormais des bruits, des rires, et la chaleur simple d'un foyer reconstruit. L'hiver céda lentement la place à un printemps fragile. Les fleurs recommençaient à pousser dans le jardin de Saint-Rémy, et la lumière du matin filtrait à travers les rideaux comme une promesse timide. Damien s'habituait à ce nouveau rythme, emmener les garçons à l'école, cuisiner, lire une histoire avant le coucher. La douleur n'avait pas disparu, mais elle avait changé de forme, elle s'était transformée en vigilance, en amour constant. Un après-midi, alors qu'il s'apprêtait à mettre une tarte aux pommes au four, le téléphone sonna. Le nom sur l'écran le fit hésiter, Maître Henri Delcourt, son avocat et vieil ami. Damien, il faut que tu t'assoies. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Clémence. Elle vient de déposer une requête au tribunal de Monte-Carlo. Damien fronça les sourcils. Une requête? Pour la garde des enfants. Les mots résonnèrent dans la cuisine comme un coup de tonnerre. La garde? Après tout ce qu'elle a fait? Pas exactement la garde physique, expliqua Henri, la voix tendue. Elle demande la garde légale, ce qui lui donnerait le droit d'approuver toutes les décisions concernant leur santé, leur éducation, leurs finances. Et ce n'est pas tout. Elle prétend avoir souffert d'un syndrome postpartum et affirme que sa fuite était une réaction psychologique, pas un abandon. Damien resta silencieux, la main serrée sur le plan de travail. Le soleil de fin d'après-midi peignait des reflets dorés sur la table où Émile dessinait et où Léo pliait des bateaux en papier. Il les regarda, son cœur se serra. Elle veut revenir, murmura-t-il. Pas pour les aimer, mais pour les contrôler. Il y a autre chose, dit Henri avec prudence. Elle affirme que Léo pourrait ne pas être ton fils biologique. Quoi? Damien eut un rire sec, incrédule, presque amer. Elle a pensé à tout, jusqu'au mensonge ultime. Le silence s'installa au bout du fil. Puis Henri ajouta d'une voix plus grave. Damien, ce n'est peut-être pas qu'une affaire de garde. Elle vise aussi ton argent. Tes parts dans la société, ton patrimoine, tout. À cet instant, quelque chose changea dans le regard de Damien. L'homme d'affaires qu'il avait voulu enterrer en lui se réveilla. Le père aimant demeurait, mais une autre flamme, froide et déterminée, se rallumait. Cette nuit-là, après avoir bordé les enfants et vérifié qu'ils dormaient, il descendit dans son bureau. Les lumières faibles illuminaient les dossiers qu'il n'avait pas touchés depuis des mois. Il rouvrit les comptes, les transferts, les investissements. Et là, il vit un motif. Des virements suspects. Des ventes de biens signés à son insu. Tout portait la trace de Clémence, ou plutôt d'une autre femme qu'il n'avait jamais vraiment connue. Il prit une profonde inspiration, puis composa un numéro qu'il n'avait plus appelé depuis des années. Marco Santini, répondit une voix italienne à l'autre bout du fil. Marco, c'est Damien Renaud. J'ai besoin de toi. Qu'est-ce que tu veux que je trouve? Tout sur Clémence. Son passé, ses vrais papiers, ses voyages, ses comptes. Et je veux un test ADN pour mes 2 fils. 3 jours plus tard, Marco lui envoya un message. Assieds-toi avant d'ouvrir le rapport. Damien s'exécuta, le cœur battant. Le premier document était le résultat ADN. Émile et Léo, 99,99% enfants biologiques de Damien Renaud. Ses yeux se remplirent de larmes, non pas de douleur, mais d'un immense soulagement. Puis il tourna la page suivante. Et ce qu'il lut lui glaça le sang. Le vrai nom de Clémence n'était pas Moreau, mais Vanja Petrovic, née à Novi Sad, Serbie. Elle avait utilisé 6 passeports, 3 identités, et vécu dans 4 pays européens. En Autriche, elle avait épousé un banquier qu'elle avait ruiné. En France, un galeriste dont elle avait détruit la réputation avec de fausses preuves. En Allemagne, un homme d'affaires retrouvé suicidé après qu'elle l'eût dépouillé. Partout, la même histoire. Une femme séduisante, blessée, jouant la victime avant de disparaître avec la fortune. Damien resta longtemps immobile, les mains crispées sur le dossier. La femme qu'il avait aimée, la mère de ses enfants, n'était qu'un mirage. Un masque. Un prédateur. Il envoya le tout à Maître Delcourt, avec un simple message. Cette fois, on se bat. L'avocat répondit. Alors, prépare-toi. Nous avons enfin la vérité. Cette nuit-là, Damien monta dans la chambre des enfants. Émile dormait, serrant dans ses bras le petit train en bois offert par Lucas. Léo, lui,
s'était endormi en tenant la cuillère en bois qu'il utilisait pour cuisiner avec son père. Damien s'assit au bord du lit. Il les regarda longuement, le souffle court, et jura intérieurement que plus jamais personne ne leur prendrait ce qu'ils avaient retrouvé, la paix. 2 mois plus tard, la nouvelle tomba. Le procès pour la garde se tiendrait au tribunal international de Genève. Une salle austère, au mur d'un bois blond, où tant d'histoires s'étaient brisées. Mais celle-ci serait différente. Le matin du procès, Damien mit son costume noir. Pas celui de l'homme d'affaires à celui du père. Celui qui avait survécu à la trahison, au silence et à la pluie. À ses côtés, Maître Delcourt marchait d'un pas ferme, son dossier épais sous le bras. Chaque page contenait des années de mensonges désormais prêts à éclater au grand jour. Quand les portes s'ouvrirent, Clémence entra. Ou plutôt Vanja Petrovic. Elle portait un tailleur crème, sobre, impeccable. Son visage n'exprimait rien. Ses yeux, eux, brillaient d'un éclat de glace. Elle croisa le regard de Damien sans une once de remords, seulement ce demi-sourire qu'il avait vu autrefois, celui qu'elle utilisait avant d'écraser ses proies. Le juge, une femme âgée à la voix posée, demanda le silence. L'audience est ouverte. Vanja parla la première. Sa voix tremblait juste ce qu'il fallait. Elle raconta son histoire avec l'art d'une actrice née. Une épouse délaissée, un mari froid, des nuits de solitude, une dépression postpartum qui l'aurait poussée à fuir pour se sauver. Ses larmes tombaient avec précision. Chaque mot semblait calculé. Elle prétendait n'avoir jamais abandonné ses enfants, mais simplement cherché à se reconstruire pour mieux les aimer. Damien resta immobile, le regard fixé devant lui. Chaque phrase était une gifle. Mais il ne répondit pas. Le silence, cette fois, serait son arme. Quand vint le tour de Maître Delcourt, la tension monta d'un cran. D'une voix claire, il déposa sur le bureau du juge une pile de documents reliés, cachetés, signés. Le rapport Santini. Madame la juge, déclara-t-il, la femme qui se présente ici sous le nom de Clémence Moreau n'existe pas. Voici son véritable nom, ses précédents mariages, ses crimes financiers, et les plaintes encore actives à son encontre dans plusieurs pays. Il ouvrit le dossier. Page après page, il lut des extraits. Photos de passeports falsifiés, témoignages d'anciens maris ruinés, articles de journaux. À chaque nom, un frisson parcourait la salle. Puis vint la dernière pièce, le test ADN. Ces résultats confirment que les 2 enfants, Émile et Léo Renaud, sont les fils biologiques de Monsieur Renaud. Les rapports que Madame a produits étaient faux. Un silence lourd tomba. Vanja, blanche comme un spectre, resta figée. Ses lèvres tremblèrent. Elle voulut parler, mais aucun son ne sortit. La juge releva la tête. Madame Petrovic, pouvez-vous confirmer votre identité? Vanja baissa enfin les yeux. Le masque venait de se briser. Son regard glissa vers Damien, mais il ne la regardait plus. La voix du juge devint ferme. Après examen complet des preuves et témoignages, le tribunal déclare Monsieur Damien Renaud seul tuteur légal des enfants Émile et Léo Renaud. Madame Petrovic est formellement interdite de tout contact, physique ou moral, avec les mineurs. Tout manquement à cette décision entraînera des poursuites pénales internationales. Un murmure parcourut la salle. La juge ajouta. En raison des multiples délits d'usurpation d'identité, de fraude et de manipulation financière, le tribunal condamne Madame Petrovic à la réclusion à perpétuité. Le marteau frappa. Le son résonna dans la pièce comme un verdict pour toute une vie. Damien resta assis, immobile. Il n'éprouvait ni joie, ni vengeance. Seulement un profond soulagement, une paix dure et fragile à la fois. Il ferma les yeux, inspira, puis se leva. Derrière lui, Maître Delcourt posa une main sur son épaule. « Vous avez gagné » murmura-t-il. « Non » répondit Damien calmement. « Ce n'est pas une victoire. C'est une réparation. » Quand il sortit du tribunal, la neige tombait doucement sur Genève. Les flocons se posaient sur son manteau, fondant aussitôt sous la chaleur de son corps. Pour la première fois depuis longtemps, Damien sentit qu'il pouvait respirer sans douleur. Le passé venait enfin de se taire. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Damien coupa le moteur et resta quelques instants dans la voiture, face à la maison. La lumière dorée qui filtrait des fenêtres dessinait une chaleur qu'il n'avait plus connue depuis des années. Avant, rentrer signifiait affronter le vide. Désormais, cela voulait dire retourner à la vie. À peine eut-il ouvert la porte que Léo surgit du salon, courant pieds nus sur le parquet. « Papa, tu es revenu !» Il sauta dans ses bras, riant aux éclats. Émile, plus réservé, apparut derrière, tenant un biscuit en forme d'étoile. « On les a fait pour toi avec graisse, » dit-il fièrement. Damien se mit à genoux, les prit tous les deux dans ses bras. Il ne parla pas. Il les serra seulement, assez fort pour que leur cœur se rappelle qu'ils étaient à la maison. Derrière eux, le feu crépitait dans la cheminée. Grace entra, essuyant ses mains sur son tablier, et posa une tasse de thé fumante sur la table. Son sourire disait tout. « C'est fini » murmura-t-elle. « Vous pouvez respirer maintenant. » Damien hocha la tête. « Oui, enfin. »
Ce soir-là, il resta longtemps à regarder ses fils dormir. Les flammes dansaient doucement sur leurs visages paisibles. Il pensa à Vanja Petrović, à tout ce qu'elle avait détruit, à ce qu'elle n'avait jamais compris. L'amour n'est pas une transaction. C'est une promesse silencieuse, répétée jour après jour, geste après geste. Le lendemain, la maison se réveilla sous le parfum des gaufres et des rires. Émile était debout sur une chaise, les joues couvertes de farine. Léo touillait la pâte avec un sérieux de petit chef. « On fait le petit-déj pour papa », lança-t-il fièrement. Damien s'assit, incapable de dire un mot. Grèce versa le thé, s'approcha et murmura. « Vous voyez, Damien ? Vous avez reconstruit une famille. Pas celle que vous aviez imaginée, mais celle que la vie vous devait. » Et elle avait raison. Les mois passèrent. La maison reprit un rythme calme, solide. Le travail, il l'avait repris à distance, lentement, sans jamais laisser le bureau envahir la cuisine. Chaque soir, il jouait avec les enfants, cuisinait, riait. Les avions en papier traversaient le salon, les dessins s'accrochaient au frigo, et la vie reprenait son souffle. Un jour de printemps, Émile rentra de l'école avec un grand dessin. Dessous un cerisier en fleurs, il avait représenté la famille réunie autour d'un repas. Damien, Grèce, Lucas, lui et son frère. Au-dessus, d'une écriture tremblante d'enfant, il avait écrit « Maison, là où personne ne part jamais ». Damien resta longtemps devant la feuille, la gorge serrée. Il comprit que ce n'était pas seulement un dessin. C'était une vérité, il avait tenu sa promesse. Il n'était pas parti. Et grâce à cela, ses enfants n'étaient pas brisés. Les années filèrent comme un vent d'été. 15 ans plus tard, un matin d'automne, une lettre arriva de Suisse. L'écriture était fine, presque hésitante. Elle venait de Vanja. « Je ne demande pas pardon. Je veux seulement dire que je suis désolé. Pour eux. Pour tout. » Damien ne répondit pas. Il transmit simplement la lettre à Émile et Léo, désormais jeunes adultes. Une semaine plus tard, ils s'assirent ensemble sous le vieux cerisier. Le tronc avait grossi, les fleurs s'étaient clairsemées, mais il résistait encore. « Tu veux lui écrire » demanda Damien doucement. Émile secoua la tête. « Non. Je ne lui en veux pas. Mais je ne veux pas la revoir non plus. » Léo, plus calme, ajouta. « Pardonner, ce n'est pas oublier. C'est juste continuer à avancer sans se retourner. » Damien sourit. Ses fils avaient grandi. Ils avaient compris ce qu'il lui avait fallu toute une vie à apprendre. Ce soir-là, après que tout le monde fut couché, il fit le tour de la maison comme autrefois. Le silence n'était plus une absence. C'était la paix. Dans le couloir, une photo les montrait tous ensemble, Grèce tenant les garçons, Lucas derrière l'objectif, et lui, souriant. Rien dans cette image n'était lié par le sang. Mais tout y respirait l'amour. Il éteignit la lumière, leva les yeux vers le ciel où le vent jouait dans les branches du cerisier. Et pour la première fois depuis des années, il ne sentit plus rien à réparer. Seulement une douce évidence. Il était enfin chez lui.